Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. À Racaille, vous en êtes, et nous en sommes à la 233, avec toujours les animateurs de cette célèbre émission, donc néanmoins célèbre animateur, Piquet-Cou à la régie. Bonjour tout le monde. Mais à la régie, mais pas qu'à la régie, hein, vous le savez maintenant, je ne vais pas vous le répéter éternellement. Jean Minot, notre... Oh non, Jean Durand-Ruel, notre hussard noir de la République, qui sort du 19e siècle tous les mardis spécialement pour vous. Parce que vous savez qu'on vit dans plusieurs dimensions. Lui, notre hussard noir, c'est le 19e. Bon. Écoute, peut-être en même temps que... Puisque je présente un grand artiste dans mon atelier galerie de Bagnolet, peut-être commencer à dire mon nom. Je me demande si c'est pas pour ça que tu le fais. Enfin bon, on en reparlera. Et ma pomme, le thème de cette émission concoctée par notre camarade hussard noir de la République, c'est couleur chair. Alors les pornographes du phonographe, attention. Tenez-vous prêt. Ah oui, ils vont en prendre dans les espoirs. Ah, vous allez transpirer, là, attention. Ah oui, vous allez transpirer. Ouais. C'est pas la peine de vous brailler, vous pouvez rester en panais comme vous êtes levé. Ça ira plus vite. Bon. Surtout que notre Thierry nous a présenté ce matin un Godemichel, je vous dis pas la pièce, quelque chose. Enfin non, c'était une thermos de café, mais bon. On lui a dit qu'il était vraiment ambitieux comme mec. Bon. Pourquoi l'idée que mes sons... Ah non, c'est la citation du mardi, c'est des proches toujours. Il est inépuisable, enfin ces citations en tout cas. Vous écoutez bien, je vais essayer de lire lentement pour que ça vous pénètre, vous voyez, comme avec la cafetière de Thierry ce matin. Pourquoi l'idée que mes enfants souffrent m'est-elle si complètement insupportable alors que je dors, dîne et baise en paix, quand ceux des autres s'écrasent en autocar, se cloquent au napalm ou crèvent de faim sur le sein flappy d'une négresse flanquée. Pierre Desproges, vous voyez, c'est... Belle question, ouais. Belle question, ouais. Voilà, nous, les Occidentaux, repus, etc. Voilà, nous faisons de bons parents quand même. Ouais, de bons parents, oui. Un peu trop même, quand on voit les enfants de cette génération. Voilà, et on n'en a rien à battre du reste du monde, surtout des enfants dont, d'ailleurs, on vous parlera ce matin dans la mini-tube sur une idée du canard que le canard m'a pompé. non, j'en pompe tellement au canard qu'ils peuvent de temps en temps me pomper. Bon, voilà, on va y aller, hein.
C'était Flo qui interprétait Le sourire d'un môme. Oui, vous êtes donc sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à racaille, piqué-coup à la régie, et à tant d'autres choses. Notre hussard noir de la République, j'ai cité Jean Durand-Ruel, à ma gauche. Durand-Ruel, on vous expliquera pourquoi, peut-être, si vous êtes sage. Et puis ma pomme qui va vous parler tout de suite, à la suite de cette chanson de Flo qu'on vous a déjà passée un certain nombre de fois, mais c'est pas, vous oubliez aussi sec, alors c'est bien qu'on vous la repasse. Hein, Elle est magnifique. C'est mon Jean qui l'a dit d'ailleurs. Enfin bon, je cafte en même temps. Bon. Il vous considère pas vraiment bon. Enfin, passons. Des pays riches d'enfants pauvres. C'est un petit paveton du canard du palmipède, vous savez, qui m'a copié, parce que la semaine dernière, je vous en ai parlé. Mais comme je le pompe toutes les semaines pratiquement, donc je les autorise. Bon, c'est un article de JFJ. Enfin, il faudrait peut-être mettre les noms complets au canard, là. Sauf que c'est un peu fastoche de se planquer derrière les initiales. Bon, hein, Jean, t'es pas d'accord? Je pense qu'ils y sont au moins une fois, non? Ouais, au moins. Dans le journal. Ouais. Et tu dois pouvoir le trouver à un autre endroit, non? Peut-être, oui, c'est possible. Enfin, je suis un peu feignasse, donc j'ai pas trop cherché. C'est vous parler, évidemment, parce que la semaine dernière, j'évoquais ici la pauvreté en France qui s'installe de plus en plus avec les Restos du Cœur qui vont dépasser le million de personnes secourues, quoi. Le secours catholique, le secours populaire, la vie en fleurs et tout ça aussi enfin bon. Et je posais la question, qu'est-ce que fait l'État pour ces gens-là? S'il n'y avait pas ces associations caritatives qui distribuent de la nourriture à des millions de nécessiteux de nourriture, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. Alors là, le canard enchaîné parle de la réouverture des Restos du Cœur le 25 novembre, voilà, qui rappelle certaines vérités, certaines fortes vérités aux responsables politiques, ce que je disais la semaine dernière, en relevant qu'il y a des millions de pauvres en France, voilà. Et encore plus incroyable, c'est que ces pauvres sont des enfants. Vous entendez bien? Des chiards dont des proches parlaient, lui les siens, c'était quelque chose dont il s'occupait beaucoup, on est tous un peu comme ça. Mais bon, il y a les chiards des autres aussi, et ceux-là, on en a à peu près rien à battre, enfin tout le monde, quoi, vous voyez. En juillet, le Conseil national de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale sonnait l'alarme. On peut craindre, disait un communiqué, que le nombre de ces jeunes dans l'indigence ne soit aujourd'hui, vous êtes prêts, proche de 3 millions. 3 millions. Il faut dire que la France, elle est partagée en deux. Hein. Mais ric-rac, hein. D'un côté, il y a les pauvres, de l'autre côté, il y a ceux qui peuvent vivre. Je dis pas les riches, hein, mais ceux qui peuvent vivre, quoi. Voilà. C'est très simple, hein. Les pauvres, vous savez ce que c'est que les pauvres? C'est ceux qui ont moins de 900 € de revenus par mois. Le revenu médian en France, me rappelait notre camarade Picou, qui était temps, et de 1500 € par mois. C'est le Pérou, hein, 1500, vous vous rendez compte? C'est tout ce que vous pouvez faire avec 1500 € par mois, hein. Voilà. Eh ben, il y a à peu près la moitié des gens en France qui vivent avec beaucoup moins que ça. Bon, enfin. Voilà, alors, ils disent aussi une pauvreté mesurée en comptant les habitants de foyers dont les ressources sont inférieures à 60% du revenu médian, lequel partage en France la population en deux parts à peu près égales. Voilà. L'UNICEF aussi a confirmé, d'après un questionnaire soumis à plus de 22 000 enfants de 6 à 18 ans, que 1 sondé sur 6 se trouve dans une situation jugée préoccupante. Et qu'est-ce que c'est qu'une situation jugée préoccupante? Hein? Je vous le demande. Bon. Et une moitié d'entre eux en exclusion extrême. Alors, je ne sais pas si vous voyez de préoccupante à extrême ce que ça peut donner. Alors, cette relégation touche tous les domaines de l'alimentation. 5% avouent ne pas faire 3 repas par jour. Mais ça, je l'ai connu aussi quand j'intervenais dans les écoles, dans le sud, là. Il y avait des instituteurs dans une école où j'intervenais, dans les quartiers populaires, cité HLM, pour pas le dire, qui se cotisaient, les instituteurs se cotisaient pour payer un petit déjeuner aux enfants le matin, qui venaient à l'école sans avoir mangé. Voilà. Bon, voilà. Et pour 1 gosse sur 7, l'école est un lieu de souffrance. Lié évidemment à la misère, hein, parce que bon, quand on vient avec le ventre vide et qu'on peut pas même pas se bouffer à la cantine, hein, ça peut le faire aussi, histoire de nous remonter le moral. L'UNICEF rappelle aussi que dans ce domaine, d'autres pays riches font bien pire.
Oui, on s'en doute qu'il y a toujours possibilité. Mais c'est pas ils disent bien les pays riches. Le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, et surtout, je vous le demande, Émile, aux États-Unis. Le pays, disons, on peut supposer que c'est le plus riche des plus riches du monde. Quoi. Voilà. Et Obama n'a pas changé grand-chose, malgré ses grands discours, malgré, etc., etc. On sait très bien que là-bas, les présidents des États-Unis sont liés par les lobbies, par les trucs, parce qu'ils sont élus avec l'argent du privé. Alors après, il faut qu'ils rendent service. Bon. Alors voilà, il n'y a pas de quoi se la ramener, hein, car personne ne dépense aujourd'hui autant que l'Hexagone. Alors, faut imaginer ce que ça doit être ailleurs. Hein. Parce que s'il y a aucun État qui dépense autant que le nôtre pour l'exclusion, les pauvres, etc. Quand on voit le nombre de pauvres qui peuvent se pointer justement, comme on le dit, on le répète au Resto du Cœur, etc., etc. Eh ben, où l'État fout ses aides, là, on se demande. Hein. Certains pays de l'Est et les Scandinaves font mieux avec moins. Bon, ça c'est autre chose. Nos départements consacrent près de 7 milliards à l'aide sociale à l'enfance. Où ils passent ces 7 milliards, on se le demande. Mais l'État se décharge de plus en plus, oui, bon, on le sait, ça. Voilà, alors, secours populaire, catholique, apprentis d'Auteuil, etc., etc., confrontés au tassement des dons, parce qu'ils en reçoivent de moins en moins. Hein. L'an dernier, les Restos du Cœur sont venus en aide à 35 000 nourrissons. Nourrissons. C'est même pas des enfants, c'est des bébés. Hein, mon Jean. Voilà, et puis mon Jean qui vient d'être grand-père, ça doit le toucher particulièrement. À un mois de Noël, vont-ils lancer un programme d'hébergement dans les étables? Voilà, oui, pourquoi pas, parce qu'on sait bien que les étables, c'est le dernier refuge, hein, mais comme il n'y a plus beaucoup d'étables, en même temps, hein, il reste les ponts. Voilà. Ça, c'est l'état de notre pays, soi-disant, dans les pays les plus riches, où l'État participe le plus. Mais on se demande où va l'argent que l'État fout pour sauver les pauvres, puisqu'il y en a toujours autant, il y en a toujours plus, etc., etc., etc. Voilà, salut, j'ai fini mon petit truc, minable. Merci, Canard. Eh bien, quelques explications peut-être avec le livre de la semaine en vedette à la librairie Publico, Le capitalisme ne joue pas au dé, de Christian Covin. On avait déjà reçu il y a quelque temps... Le patron des éditions de la Différence pour son livre Un terrorisme planétaire, le capitalisme financier. Juste le capitalisme financier. Mais en fait, c'est un sujet qu'on ne finira jamais d'explorer. Non, donc cette fois-ci, c'est le capitalisme ne joue pas au dé, mais on est un peu dans le même... dans le même tonneau, hein, si tu veux. Hein. Les sociétés démocratiques ont développé un système économique qu'on appelle le capitalisme, Robert. Hein Pourquoi tu prends cet air navré? Qui après une phase commerciale, une première phase on va dire commerciale et puis une seconde qu'on qualifiera d'industrielle, hein, a atteint aujourd'hui une phase financière. Pire des trois, hein, il n'y a aucune hésitation là-dessus. Voilà. La mécanique de ce capitalisme structure l'ensemble de la vie sociale, hein, à travers les sphères économiques, médiatiques, politiques ou même culturelles. Hein. Le capitalisme financier, c'est la logique de la rente accumulée, hein, grâce à la place éminente donnée à la dette. C'est fondamental, ça. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais non, oui. Cette dette, il faut bien comprendre qu'elle enrichit énormément. Hein, et c'est pourquoi elle est cultivée en Grèce, en Italie, partout. Au Portugal, en Espagne, en France, etc. Partout. Bien sûr. C'est la logique actionnariale, hein, qui engendre la concentration sans limite des revenus et des patrimoines. C'est la mythologie de la croissance pour tenter d'éviter, on va dire, la question du partage de la richesse et d'une consommation toujours renouvelée des biens et des services. C'est corrélativement un ensemble d'outils en apparence étranges, mais en apparence seulement, en réalité parfaitement adaptés et cohérents par rapport à leur finalité, telles que la titrisation, les stocks options, les bons de souscription d'obligations, les fameux BSO, les produits dérivés, les agences de notation, les normes comptables, et j'en passe, et des meilleurs. Le capitalisme financier, c'est aujourd'hui un réseau dense, constitué de participations dans le capital de sociétés mondiales. Ces participations sont multiples, croisées, sous le contrôle d'un nombre infime d'acteurs. Ça, c'est très très important à comprendre. Hein. À peine
quelques centaines dans le monde entier, Robert, dans le monde entier, à peine quelques centaines. L'économie mondiale est ainsi devenue un immense portefeuille d'actifs financiers aux mains des gestionnaires de fonds et des marchés financiers. Cet ouvrage propose un démontage systématique de la dynamique financière, implacable, qui fait de l'accumulation la réponse ultime et qui installe désormais le raisonnement financier comme seul raisonnement légitime au cœur de l'économie, rendant ainsi caduque toute perspective politique et sociale. Sans rupture par rapport à ce modèle dominant opérant sur la patte sociale, aucun changement, tu m'entends bien, aucun changement, aucune transformation n'est possible durablement et en profondeur. Voilà, ce livre, Le capitalisme ne joue pas au dé, de Christian Covin, est édité par le Bord de l'eau. C'est joli, comme nom de maison d'édition, Le Bord de l'eau. Pour éditer des trucs suicidaires comme ça, c'est très joli. Et il faut préciser qu'il y aura à la librairie Publico samedi, donc le 7 décembre à 16h30, une rencontre-débat avec Christian Covin, donc l'auteur de ce livre. Oui, on vous conseille d'y aller si vous voulez comprendre un petit peu pourquoi vous êtes dans cette mélasse. Voilà, qui n'est pas prêt de se terminer. On donnera les références de la librairie Publico tout à l'heure. Et il faudrait un peu qu'en France, on fasse un peu comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'eux, ils ont taxé Morgan de 17 milliards pour les turpitudes qu'ils ont. C'est 17 milliards quand même. Et alors qu'en France, nous, c'est le contraire. De la société, le Crédit Lyonnais, on a été taxé de 14 milliards, et c'est pas fini, parce que là, on a remis 4 milliards pour liquider le truc, et puis les citoyens sont jamais remboursés. Là, le Crédit Lyonnais, ils auraient dû... enfin voilà, c'est l'inverse. Je veux dire, il y a deux systèmes. On peut conchier les Américains pour des tas de choses, mais quand même, eux, de temps en temps, ils se réveillent et puis ils taxent, ils font mal. Et il y a toutes les banques qui chient dans leur culotte là, en ce moment aux États-Unis, parce qu'ils disent quand la prochaine. Ce sont quand même de faux vertueux. Mais non, aussi, mais enfin quand même, ils font quelque chose. Nous, on est aussi des faux vertueux, mais on fait rien en plus. Voilà, c'est ça le problème. Bon, c'est un billet court pour une idée qui fait son chemin. Le café ou la baguette suspendue, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. La coutume du café sospeso, chère aux Napolitains, a traversé les frontières sous l'impulsion du mouvement des indignés. Elle s'est répandue dans une vingtaine de pays. Café suspendu, mode d'emploi. Vous êtes dans un café, vous commandez 2 cafés et n'en consommez qu'un. Le second est mis en attente, prépayé, à l'intention de toute personne dans le besoin qui en ferait la demande. À Bayonne, comme ailleurs en France, la médiatisation des cafés suspendus a créé un élan de solidarité. L'idée a fait des petits. Une vingtaine de boulangeries ont lancé la baguette suspendue ou en attente et ont déjà annoncé la mise en place de ce système à Rouen, Évreux, Bordeaux, Amiens, Saint-Nazaire, Quimper. Pas Paris ? À Paris, je ne sais pas, je ne crois pas. Un logo, libre de droit, une petite affiche, quelques documents explicatifs sont disponibles. À chacun ensuite de diffuser l'idée, d'en parler à son boulanger. Celui-ci inscrit les baguettes en attente ou suspendues sur une feuille, sur un tableau. L'enjeu est que les gens sachent que cela existe. Cela fonctionne plutôt bien dans les secteurs où la population dispose de peu de moyens. L'initiative peut bénéficier à tous, étudiants, personnes âgées, SDF. À Caen, c'est une librairie et une pizzeria qui ont rejoint le mouvement. Donc, à chacun d'aller voir son boulanger, d'expérimenter, de proposer. Bon, on va se mettre à manger du pain, parce que, en fait, mon problème, c'est ça. Moi, je mange du pain qu'une fois par semaine. Sérieux? Oui, sérieux. Non. Ah si. Je doute que dans les petites villes bobos comme celle où j'habite, ça fonctionne. Faut y aller, Robert. Tu vas voir ton boulanger préféré. On pourrait faire, tiens, un artiste pour le café le matin.
ce pain que je porte. C'était la boulangère de Georges Chelon. Voilà, c'était soit la boulangère de Georges Chelon, soit les petits pains au chocolat de Jodassin. Alors, les petits pains au chocolat, c'est notre hussard noir. Et bon, des fois, il a des mollesses comme ça dans les... Oh, j'en ai même je dirais même des effondrements. Voilà, enfin, je peux te chanter du Michel Delpech. Non, tu veux pas? Gérard Lenormand. Oui, du Gérard Lenormand. Non. Et même du C. Jérôme. Ah là, ça te la coupe, hein. Non, mais tu... je veux dire la chic. Si tu veux, si tu veux jouer au Eyes No Good, c'est bon, vas-y. Et je vais rappeler le numéro du studio, je ne l'ai pas encore fait, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à racaille, pique et coup. Vous l'avez entendu, à la régie. Notre hussard noir, notre Jean... Et tu sais pourquoi j'aime la chanson, en fait, comme ça, ces chanteurs-là? Non. Et parce que j'aime la chanson populaire. Ouais. Et tu sais pourquoi j'aime la chanson populaire? Non. Parce que j'aime le peuple. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il est prêt à toutes les bassesses, enfin bon, passons. J'ai cru que j'avais réussi à lui river son clou pour un moment, mais non. Hein. C'est pas joli. Hein. Non, c'est pas joli. Mais je me demande quand même si c'est pas un peu mérité. Tout ça pour... bon. Notre Jean qui a causé dans le poste, en commentaire en tout cas, de la logique de la sensation par Gilles Deleuze, encore un intellectuel de gauche, encore un populiste lui, hein, bon. Ouais, un essai mythique de Gilles Deleuze sur le grand peintre anglo-irlandais, un grand peintre britannique, qui est une suite de rubriques, donc chacune considère un aspect particulier des tableaux de l'artiste, dans un ordre qui va du plus simple au plus complexe, mais qui reste un ordre relatif, et ne vaut en fait que du point de vue d'une logique générale de la sensation. Mais écoutons plutôt Piquet-Coup. Portraitiste, Bacon est peintre de tête et non de visage. C'est un projet très spécial que Bacon poursuit en tant que portraitiste. Défaire le portrait, retrouver ou faire surgir la tête sous le visage. Il arrive que la tête d'homme soit remplacée par un animal. Mais ce n'est pas l'animal comme forme, c'est l'animal comme trait. Par exemple, un trait frémissant d'oiseau qui se vrille sur la partie nettoyée, tandis que les simulacres de portrait visage à côté servent seulement de témoins. Il arrive qu'un animal, par exemple un chien réel, soit traité comme l'ombre de son maître, ou inversement, que l'ombre de l'homme prenne une existence animale autonome et indéterminée. L'ombre s'échappe du corps comme un animal que nous abritons. Au lieu de correspondance formelle, ce que la peinture de Bacon constitue, c'est une zone d'indiscernabilité, d'indécidabilité entre l'homme et l'animal. L'homme devient animal, mais il ne le devient pas sans que l'animal en même temps ne devienne esprit, esprit de l'homme, esprit physique de l'homme, présenté dans le miroir comme Euménide ou Destin. Ce n'est jamais combinaison de formes, c'est plutôt le fait commun de l'homme et de l'animal. Au point que la figure la plus isolée de Bacon est déjà une figure accouplée, l'homme accouplé de son animal dans une tauromachie latente. Cette zone objective d'indiscernabilité, c'était déjà tout le corps, mais le corps en tant que chair ou viande. Le corps ne se révèle que lorsqu'il cesse d'être sous-tendu par les os, lorsque la chair cesse de recouvrir les os, lorsqu'ils existent l'un pour l'autre, mais chacun de son côté. Les os comme structure matérielle du corps, la chair comme matériau corporel de la figure. Bacon admire la jeune femme de Degas, dont la colonne vertébrale interrompue semble sortir de la chair, tandis que la chair en est d'autant plus vulnérable et ingénieuse, acrobatique. Dans un tout autre ensemble, Bacon a peint une telle colonne vertébrale pour une figure contorsionnée tête en bas. Il faut atteindre à cette tension picturale de la chair et des os. Or, c'est précisément la viande qui réalise cette tension dans la peinture, y compris par la splendeur des couleurs. La viande est cet état du corps où la chair et les os se confrontent localement, au lieu de se composer structuralement. De même la bouche et les dents qui sont de petits os.
Dans la viande, on dirait que la chair descend des os, tandis que les os s'élèvent de la chair. C'est le propre de Bacon, par différence avec Rembrandt, avec Soutine. Pitié pour la viande. Il n'y a pas doute, la viande est l'objet le plus haut de la pitié de Bacon, son seul objet de pitié, sa pitié d'anglo-irlandais. Et sur ce point, c'est comme pour Soutine avec son immense pitié de juif. La viande n'est pas une chair morte. Elle a gardé toutes les souffrances et pris sur soi toutes les couleurs de la chair vive. Bacon ne dit pas pitié pour les bêtes, mais plutôt tout homme qui souffre est de la viande. La viande est la zone commune de l'homme et de la bête, leur zone d'indiscernabilité. Elle est ce fait, cet état même, où le peintre s'identifie aux objets de son horreur ou de sa compassion. Le peintre est boucher, certes, mais il est dans cette boucherie comme dans une église, avec la viande pour crucifier. C'est seulement dans les boucheries que Bacon est un peintre religieux. On peut en discuter. Oui, on peut en discuter. Le corps ne se révèle que lorsqu'il cesse d'être sous-tendu par les os, lorsque la chair cesse de recouvrir les os. On reconnaît quand même que c'est fort comme texte. Il faut s'accrocher un peu, Deleuze, hein, ou comme chez Derrida, c'est pareil qu'on verra la semaine prochaine. Oui, il faut s'accrocher. Non, c'est passionnant. Sauf qu'il omet, à mon avis, d'où vient tout ça? Il parle de Bacon, mais il aurait pu encore mieux parler de Picasso, qui transformait les hommes en bêtes, les bêtes en hommes, etc., etc. Il a jamais fait d'écorché, mais je pense qu'il a fait presque pire en faisant Guernica. Et on voit dans la peinture de Bacon, on trouve des traces de Picasso partout, quoi. Il est complètement investi de cette, je sais pas comment on peut expliquer ça. Enfin bref, voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage que Deleuze le relève pas, quoi, qu'il reste, tu vois... dans cet extrait, maintenant, si tu veux, le problème, c'est que c'est un livre qu'il faut lire dans sa totalité, et dans l'ordre, encore une fois, Piquécoult l'a bien dit un moment dans le... Mais dans cet extrait, c'est vrai que moi je l'avais pas lu avant, parce que tu nous passes pas tes extraits avant. Si, celui-là, oui. Ah bah non, parce que c'est toi qui l'as fait imprimer. Mon imprimante est morte. Et voilà, je le relirai parce que j'ai senti des choses là-dedans qui sont vraiment exceptionnelles, quoi, qui font toucher à vraiment au cœur de la peinture, quoi, vraiment. Voilà, c'est un essai extraordinaire, hein, qui n'a rien à voir avec une monographie, il faut bien préciser. Lui, ça l'intéresse pas. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est la sensation. Voilà, la sensation que chaque point d'un tableau, point particulier d'un tableau peut créer. Voilà, c'est tout. Hein. Francis Bacon, Logique de la sensation, avait été publié en fait en 1980 par les éditions de La Différence. Dont nous lisons régulièrement des livres dans cette émission. C'est un livre vraiment mythique. Hein. Il n'était plus réédité depuis. Et en 2002, il a été les héritiers de Deleuze ont vendu les droits en fait au Seuil. Hein. Ça permet que au livre de continuer sa vie. Hein. C'est quand même intéressant. Voilà, vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert Koch, fille du calvaire, ou un public. Téléphone 01 48 05 34 08. Fais pas cette... Et site internet après les W, librairie-publico.com. Je précise que Publico s'écrit P-U-B-L-I-C-O. Je le dis de temps en temps pour qu'il y ait Tout à fait. Et tout ça, c'est où? Je vous le demande. Sur Aracaille et sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération LRF 200 mètres sans FM. 89.4 sur la bande FM. Merci mon Jean. Toi, la rigueur du Hussard Noir. Voilà. Volcan, des comètes se bousculent à l'intérieur des gens.
C'était Jean Guidoni, au loup. Et vous êtes encore une fois toujours sur Radio Libertaire. Ceux qui sont pas contents, allez hop, dehors, hein. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. À Racaille, avec un Petacho à la régie et tant d'autres choses, comme vous venez de vous en rendre compte, qui lit les textes de notre gens, qui se goberge à côté de moi, là, le hussard noir, qui, attention que je lui dise. Bon. Et que je vous cause immédiatement tout de suite et sans réserve aucune avec ma voix charmeuse qui ne berce que moi, et je vous cause de Soutine. Oh, c'est une news, Soutine, encore les mecs qui doivent dire putain, ils vont nous lâcher avec Soutine. Oui, bah oui, je vous parle de Soutine parce qu'il est-ce que tu nous parles de Robert-Roll ou de... Oui, mais il a pas fait le bœuf écorché, Robert-Roll. Ou de Leroy. Ah oui, Robert-Roll, on remarque qu'il a fait des trucs assez trash aussi. Mais bon, pas de bœuf. En tout cas, il a fait des personnages où des chiens, ils vont rentrer, je sais pas quoi, enfin, ça débagouline de partout, le boyau, la triple, le carica et tout, oh là là, bon. Mais non, mais Soutine, c'est plus simple quand même, tu vois, Robert-Roll, c'est quand même une espèce de fusion de trucs, ces protéiques sont partout. De Soutine, comme le faisait remarquer justement le camarade Deleuze dans son texte, voilà, c'est son... Vous savez que Soutine était un juif pur et dur. Enfin non, il n'était pas pur et dur, mais je veux dire, c'était un juif vraiment basique. C'était pas un fils d'intellectuel, c'était vraiment le fils de moujik juif. C'est encore pire que les moujiks qui sont pas juifs. Hein. Vous savez, il était un shtetl là pourri en Lettonie ou en Estonie ou je sais plus où. Non, en Russie quoi, en quelque chose, parce que la Russie s'étendait assez loin, assez loin à l'ouest, je veux dire. Bon, parce qu'à l'est, ils sont bouclés par le Pacifique, mais à l'ouest, ils avaient encore de la marge pour conquérir des terres nouvelles. Et donc, notre cher Soutine était quand même, il avait cette espèce de fardeau de la culture juive, en tout cas dans ces pays terribles où ils étaient soumis régulièrement à des pogroms, à des massacres en tout genre, quoi. Voilà. Et ça n'a pas changé parce qu'aujourd'hui en Russie, je dis, il ne doit pas faire bon être juif encore aujourd'hui. Il n'a pas fait bon être juif avec Staline, etc., quoi. On va pas y revenir. Et Soutine a dû probablement, oui, exprimer dans ses... Là, d'ailleurs, je me posais la question hier, j'ai pas trouvé de réponse, peut-être que tu l'as, toi, mon Jean, qui va en encyclopédie. Qu'est-ce qui peut bien provoquer chez des gens comme Rembrandt, comme Soutine, comme Bacon, comme Chagall même. D'ailleurs, Chagall, c'est une vraie bouse, son bœuf écorché. Pourtant, j'aime beaucoup Chagall, mais alors là, il a fait une vraie nullité. Pourquoi? Tu vois, encore je comprends un religieux comme Chagall, enfin un religieux encore ça a démontré, mais enfin qui faisait beaucoup de scènes de la vie religieuse juive ou même chrétienne avec ses crucifixions, ses passions. Lui ça peut un peu s'expliquer qu'il fasse un sacrifice de bœuf, mais un mec comme Rembrandt, un mec comme Bacon, un mec comme Soutine, pourquoi? Ça c'est qu'est-ce qui les a conduits? Ah, parce qu'on peut pas dire que ça soit pictural. Chacun peut avoir une raison différente. Ouais. Tu crois? Ah oui, moi je l'imagine pas autrement, oui. Voilà. Parce que Soutine, lui, moi j'ai lu, c'est le petit bouquin que tu nous avais filé sur lui, là, que je te rendrai jamais d'ailleurs, parce qu'il faut que ma bibliothèque soit à peu près complète. Il y a de pied, il fait une tête là-bas. Elle dit où qu'est-ce qu'il va encore enfin bon. Et Soutine, j'ai lu les conditions dans lesquelles il travaillait. Son bœuf est en putréfaction. Il allait aux abattoirs de la Villette chercher des seaux de sang pour l'asperger de sang, pour pouvoir qu'il conserve une couleur à peu près un peu cramoisie, là, etc. Et il travaillait dans une puanteur innommable. En plus, c'est un mec qui crevait de faim. Tu vois, il pouvait même pas bouffer de son bœuf, je pense pas. Enfin, peut-être qu'il en bouffait, remarque, on sait pas. Voilà. Et pourquoi cet acharnement? Parce qu'il en a pas fait qu'un, il en a fait plusieurs. Et de mon point de vue, entre Rembrandt et lui, il y a personne qui a fait des écorchés d'une telle force, quoi, tu vois, d'une telle. On sent, j'ai même remarqué sur une reproduction, il y avait dans le bas du bœuf sur la gauche, il y avait une trace
un peu plus foncé, comme une veine avec du sang figé dedans, toi, qui faisait noir. Il y a des trucs comme ça, des petits détails, et c'est vraiment en plus une peinture complètement abstraite, parce que bon, on sait que c'est un bœuf, mais si tu le sais pas, au premier abord, tu peux pas. Tu vois une magnifique peinture avec des matières, des couleurs, c'est rouge, etc. Tous ces dégradés de rose allant presque jusqu'au blanc. C'est magnifique comme peinture, mais pas vraiment figurative, et en même temps, dans cette abstraction auquel on est confronté, on sent quand même c'est assez, ça fait, oui, je dirais presque peur, quoi, parce que tellement ça ramène à des choses complètement innommables, complètement, voilà, comme on a dans nos cauchemars, et comme tu l'as relevé, ou Deleuze l'a relevé, ou je sais pas si toi qui en as parlé, enfin bref, ou Piquet-Coup, est-ce que là, est vraiment Soutine, on pourrait comprendre que sa culture juive d'Europe centrale, y est dans son écorché une sorte de résonance de tout ce peuple qui a tellement souffert, tu vois. Voilà, qu'il est déchargé là-dedans, tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui, quoi, tu vois. Parce que il n'était pas du tout religieux, Soutine. Il allait pas à la synagogue tous les dimanches, il faisait pas Shabbat, il faisait pas tous ces trucs-là. C'était un mec complètement détaché de ça. Mais c'était en même temps, il pouvait pas dire qu'il était norvégien, tu vois. C'était vraiment, il avait un caractère physique d'abord assez horrible. Enfin, il était très laid. Enfin, ça dépend, des femmes le trouvaient très beau, mais bon, si on se réfère au canon grec, il n'était pas vraiment au canon grec. Enfin, il y a toute cette souffrance de Soutine, d'ailleurs toute sa vie il a souffert, parce qu'il a souffert de sa timidité, il a souffert de ses origines, il a été dans une vie de souffrance. Et est-ce que ça se traduit pas justement dans cet écorché? Qu'est-ce que t'en penses, mon Jean? Je ne sais pas si on reprend la théorie de Deleuze. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Que c'est de la pitié, en fait, pour la viande des hommes. Moi, je crois, oui. Pour sa propre viande aussi. Voilà, pour sa propre viande, qui fait qu'on peut être amené à peindre un écorché de bœuf. Moi, je pense, oui. Je pense que je ne vois pas autrement pour quel intérêt, si tu veux. À des motivations qui peuvent être aussi parfaitement esthétiques, notamment chez Rembrandt. Écoute, s'attaquer à un morceau de barbac, c'est, tu vois, quelque chose d'aussi simple que ça, je trouve que... Ça peut être passionnant. Oui, ça peut être passionnant. Mais Rembrandt, son deuxième bœuf écorché, et il a vraiment une puissance. Le premier, moi, c'est Piquet qui me fait remarquer ça. Toi qui elle connaît rien en peinture, tout ça, tu vois. Bon, enfin bref. Et qui m'a dit, le premier, il est plus anatomique. C'est ce que je vais raconter tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui, on va peut-être lui laisser un peu de place quand même à la petite. Oui, c'est pas parce qu'elle... Oh, elle a encore le temps. Non, il y a toi aussi. Non, mais puisqu'elle a l'intention de parler de ça. Bon, voilà. En tout cas, j'ai regardé l'écorché dessous. D'abord, je me suis posé la question, pourquoi ces artistes ont fait un écorché, sauf pour Chagall, mais c'est tellement mauvais ce qu'il a fait que c'est même pas la peine d'en parler. Pourquoi ces grands artistes, enfin on dit grands... Pas de nature morte, par exemple, chez Rembrandt. Il faut remarquer que ces seules natures mortes, c'est de la viande qui est donc encore vivante d'une certaine manière, parce qu'elle est en état de consommation. Voilà. Mais peut-être que Piquet-Coup va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Oui, alors, si vous regardez, si vous avez l'occasion, parce qu'il y a l'écorché de Rembrandt, il est à Paris au Louvre, c'est ça? Il est au Louvre. Il est au Louvre. Si vous avez l'occasion d'aller au Louvre et de vous rappeler qu'on vous a parlé de l'écorché, allez-y. Et puis pourquoi pas nous en dire un mot au téléphone, ou je ne sais pas, nous écrire. Vous nous écrivez pas beaucoup. En même temps, il faut qu'on aille à la librairie Publicom, si paraît que notre boîte de courrier est pleine. On relève pas le courrier, mais on se plaint quand même de ne pas en recevoir. C'est bien. Il paraît que notre boîte déborde. Oui. On avait vu un écorché de Caillebotte aussi, une reproduction qui est très lisse. Non. Les deux plus forts, il n'y a aucun, incontestablement. C'est Rembrandt, et pour moi, et Soutine. Voilà. Tu oublies Bacon, alors. Oui, les reproductions que j'ai vues, c'est pas du tout celles que j'ai vues à la Tête Galerie il y a 40 ans. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas retrouvé celles qui étaient vraiment seulement des écorchés. Parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est derrière, il y a deux trucs qui pendent avec des côtes, et puis on voit un pape, on voit des choses comme ça, quoi. Je vois pas vraiment. Pour moi, ça a aucun intérêt. Peut-être la subjectivité, non, qu'on peut interroger. Tu crois pas? Non, mais c'est possible. Oui, bien sûr, oui. C'est possible, hein. Non, c'est possible, bien sûr. Voilà, merci les copains. Avant qu'il soit tout noir, faut que ça sèche.
c'était Les Joyeux Bouchers, interprétés par Boris Vian. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, avec Piquet-Cou à la régie. Vous entendez sa voix, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Notre hussard noir à ma droite, qui va me causer tout de suite dans le poste. Je pense que c'est lui, d'ailleurs, je n'ai même pas vérifié. Si! Les hommes qui ont torturé la chair. Ah bon, on en a certains au compteur. Hein, bon. Mais tant qu'à faire la chair des hommes. Hein, oui, bien sûr. Parce que je ferai un truc sur la chair des femmes. Ouais, mais il voulait faire ça, mais il n'a pas pu. Bon, oui, mon Jean. Non, mais la chair des femmes, ce que les femmes ont subi, c'est quand même bien pire. Ah oui, hein? Non, c'est pour ça que t'as pas pu, d'ailleurs, je suis sûr. Bon. Non, la prochaine fois. Ouais. Oh, il lui faut au moins une semaine avant de se mettre l'idée dans la tête, hein, déjà. Pour lui, les femmes, c'est tellement sacré que bon, il peut pas concevoir qu'on les ait torturées. Je l'écoute, tu sais, je me dis, c'est marrant. Mec qui parle de moi comme si... Oh bah écoute, Jean. On se connaît à peine. Ah oui, je te trouve un peu cavalier, quand même. Il est con. Enfin bon, c'est gentil ce que je dis en même temps. Ouais, nos auditeurs les plus attentifs ou les plus fidèles, et Dieu sait qu'il y en a, hein, ouais, Robert. Bien sûr, bah oui. Qui connaissent donc bien l'émission et ont repéré mes coupables petites manies. Ah tiens, il n'y a pas que moi. Oui, il n'y a pas que toi. Oui. Ah, j'imagine, hein, je dis ça, j'en sais rien en fait, mais j'imagine quand même. En tout cas, ces auditeurs-là, ils savent que rien ne m'intéresse autant dans la peinture que la tentative de représenter ou même de suggérer hein, le désir. S'ils n'ont pas repéré ça, c'est qu'ils nous suivent quand même pas de très près. Hein. Et si je vous demandais, mes camarades, quand je dis mes camarades, c'est Piquet-Cou et toi, hein, ouais. Et si je vous demandais de me dire ce qui peut, selon vous, excéder le désir, que me répondriez-vous ? Alors, déjà, le terme excéder, est-ce que tu pourrais pas employer un terme un peu plus simple pour des oreilles ? Alors, pour toi, je répète ma question de manière plus simple, on va dire. Qu'y a-t-il de plus fort que le désir ? Eh ben, je dirais une religieuse. Le gâteau ? Hein ? C'est plus fort que le désir. Oh. Et le désir de la religieuse... C'est le désir sublimé. D'accord. Parce que ça associe... la mort, Robert, la mort. Ah bah oui, la mort, merde, la mort, oui. Salope. La mort, bien sûr, et rien d'autre. Pas une religieuse, enfin, c'est pas possible. La mort seule peut excéder le désir, hein, comme seul le deuil et son cortège de douleurs insupportables... Ah, tu veux dire la camarde ? ...peuvent mettre notre désir dans l'obligation vitale d'excéder la mort. Tu me suis, hein ? Oui, complètement. À peu près. C'est bien parce qu'avec moi, tu as un test. Toi. Bon, si moi je comprends pas, personne comprend. Je vais faire ce que je... je vais faire ce que je fais souvent, je vais te prendre en exemple. Ouais. N'as-tu jamais, mon Robert, éprouvé le désir violent, quand je dis violent, je pèse mes mots, hein, de voir et savoir ce qui se cache derrière le voile énigmatique de la beauté? Oh, oui, bon. Jusqu'où irais-tu? Ah bah, pour percer le mystère. C'est pas... Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau? Écoute, t'es quand même allé jusqu'à vouer ta vie à la peinture. À tout lui sacrifier, tu peux pas dire autrement. Je pense, oui. Hein? Femme, enfant, argent... Ce qui fait de toi... Ouais. Ce qui fait de toi, Robert, une sorte d'assassin potentiel. Ah bah, je suis d'accord. Pictural. D'assassin pictural potentiel. Et là encore, je pèse mes mots. Hein? Je suis carrément réservé, on peut le dire, en traitant d'assassin. Non, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Comme je le fais à peu près tous les mardis, mais au bistrot. Oui, au bistrot. Alors, que se passe-t-il quand la peinture, dans une rotation, on va dire, désespérée sur elle-même, tente de représenter ce désir, de percer le mystère, hein, de révéler ce que cache le voile de la beauté? Tu t'en rappelles forcément, j'ai déjà fait un papier en 2012, me demande pas le mois, sur les différents martyrs de Saint-Sébastien. Je m'étais un petit peu lâché à cette occasion. Ah non, mais moi, là, pour moi, c'est l'émission phare de notre... où le désir, on va dire, et le plaisir des persécutés rejoignaient celui des persécuteurs. Ah oui, là, t'as fait une démonstration éblouissante. Non, avoir l'extase de ce saint martyrisé, c'était quelque chose. Je vais pas recommencer sur malgré la tentation. Je vais pas recommencer sur les martyrs de notre Jean, c'est pas Saint-Sébastien, mais je vais prendre 2 ou 3 autres exemples. Hein. On va commencer par un tableau d'inspiration caravagesque, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, aussi sublime, attention. Hein.
être d'inspiration et être sublime, que méconnu, c'est Hérodiade et la tête de Saint Jean-Baptiste par Francesco del Quero, qui est visible au Museum of Fine Arts de Boston. Les salauds d'Américains, ils ont tous les chefs-d'œuvre de l'Europe à la mer. Très très beau peintre, ce Francesco del Quero. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé sur l'extase, sur les bouleversements humains. Lui-même étant en permanence en extase, bon. Voilà, il aime bien casser la viande, on va dire, à sa manière. On a tout d'abord le sentiment, en regardant cette toile, que si Hérodiade s'abîme, c'est dans la douleur d'avoir perdu Jean-Baptiste. Sa tête renversée en arrière, tu vois, la blancheur morbide de ses dents dans sa bouche entrouverte, comme celle d'ailleurs tout aussi morbide de ses yeux révulsés, tout chez elle nous entraîne dans cette interprétation. Je te raconte ça, je t'ai même pas amené le tableau, là, je déconne un peu. Enfin bon, jusqu'à ce que quelque chose, écoute-moi bien, jusqu'à ce que quelque chose, comme les signes possibles d'un spasme sur son visage. On s'en était pas aperçu. On appelle la Sainte Thérèse du Bernin, c'est ça en fait qui m'a mis sur la voie, tu vois. Parce que ce que tu vas voir, ce que je vais dire, c'est très très discret. Quelque chose comme les signes possibles d'un spasme sur son visage, ainsi que la délicatesse livide de ses doigts, tu vois, tu suis comme ça une ligne dans le tableau, ne nous amène à cette main qui serre entre pouce et majeur une aiguille presque invisible, plantée dans la langue du sein. Si tu fais pas gaffe, tu peux le rater complètement. Alors, le renversement d'Hérodiade devient extatique, pour le moins, orgastique, ça nous ramène à nouveau à Sainte Thérèse, et sa douleur, jouissance érotique. On ne peut pas le dire autrement. Mais à ton avis, Piquet-Cou, sachant qu'Hérodiade est la mère de Salomé, qui d'elle ou du peintre est le plus près de se submerger, si j'ose dire? Alors, Domino, on attend la réponse. Elle donne pas, tu sais, elle donne pas, elle est très pudique. Ouais, très pudique. Voilà. Bon, bref. Prenons ensuite un Caravage, un authentique, cette fois-ci, le garçon mordu par un lézard. Je me demande si j'en ai pas déjà parlé aussi. C'est si vous voulez chatouiller mon lézard. D'accord. Non, ça c'est ta façon de voir la peinture. On n'a pas exactement le même... on fait pas exactement le même investissement tous les deux. Mais bon, ça fait 5 ans qu'on le sait. Sous la piqûre, en fait, son corps se désarticule, se féminise, pourrait-on presque oser. Tu vois ? Non mais alors, je vous dis que Jean, attention, tenez-vous bien à vos fauteuils à bascule, là, parce que vous entendez un morceau, comme on dit, de bravoure. Chez Caravage, ça part souvent d'un côté ou de l'autre, tu vois. Où on se féminise, où on tourne côté mauvais garçon, tu vois, c'est sans arrêt, il est sans arrêt sur le fil, et régulièrement, il n'hésite pas à tomber d'un côté comme de l'autre. Il s'est autorisé ça toute sa carrière. Se féminise donc, pourrait-on presque oser, tandis que son visage se défigure dans le frisson de la douleur. Tu connais ce tableau, tu vois, de quel tableau, non? Non, là, je suis un peu perdu. T'es un peu perdu. Oui. Je te l'ai pas ramené non plus. Non, je manque à tous mes devoirs. Tu crois? La viande ne tient plus les os, aurait dit Deleuze, tu vois. Pourrait dire Deleuze à propos de ce tableau. Tout se disloque, exactement. Tu vois que tu suis. Oui, non, je suis, mais il y a toujours ce vieux complexe, le mec qui croit qu'il... J'ai eu une scolarité aussi douloureuse que la tienne. Toi, t'as pas le complexe de l'inculte. Et c'était pas parce que je me faisais piquer mon goûter à la récré. Bon. Oui, tu faisais goûter tes pains au chocolat. C'était l'autorité. J'avais un problème avec l'autorité. Et l'autorité, tu sais ce qu'on lui dit parce que ce matin, tu l'as pas dit. Son identité alors se trouble, je vais aller encore plus loin, son identité alors se trouble, la ressemblance familière et rassurante disparaît. La piqûre du lézard provoque un trou béant, Robert, dans le tissu du réel. Là, vraiment, tu fais... Mais à ton avis, et là je m'adresse à toi, parce que toi, il t'arrive de répondre, ce que Piquet-Cou ne fait jamais. Mais à ton avis, Robert, connaissant la vie et les mœurs du Caravage comme tu les connais... Oui. Tous les deux. Les deux. Qui de lui ou de son modèle est le plus ébranlé, le plus dévasté? Lequel des deux titube le plus goulûment au bord de la mort, au bord de la cruauté, au bord de la destruction, au bord du vertige? Eh ben, c'est notre Caravaggio.
j'ai quelques doutes, effectivement, qui m'inclineraient à aller dans ce sens-là. Voilà. Et puis je pourrais également, pour finir, évoquer le déjeuner sur l'herbe à Bagnolet. Bon, d'un peintre qui a pris un plaisir jubilatoire évident à disloquer le corps nu de ses modèles. Je peux vous dire que ça déconstruit un max. Hein. Oui. Surtout l'image de Manet. Le tableau, c'est quand même dommage que Derrida soit mort. Il aurait vu ça, il en aurait eu des vapeurs. Mais on y reviendra la semaine prochaine. Mais ce déjeuner sur l'herbe de Bagnolet, à Bagnolet, hein, c'est l'une des toiles parodiques majeures d'une exposition dont nous parlerons tout à l'heure. Hein. D'accord ? Ah bon ? En tout cas, moi, j'en parlerai. Je te demanderai pas de me donner ton sentiment. Non. Alors voilà, je voulais faire un papier sur la représentation en peinture du désir de soumettre les hommes à travers leur chair. Hein. C'est devenu un papier sur le désir des peintres de martyriser la viande de leurs congénères. Mais je n'en espère pas moins mes camarades, Piquet-Cou et Robert, qu'avec ces quelques exemples, j'ai réussi à vous convaincre que le peintre, et surtout celui... Et si je te regarde comme ça, c'est avec une intention. Hein. Et surtout celui qui travaille sur la matière humaine, vous convaincre que ce peintre est en fait un assassin qui n'a pas le courage de la prison. La vache. Ouais, mais en tout cas, je dois dire que là, ce que Jean nous a exposé aujourd'hui, ça me bouleverse totalement. C'est comme ça que je t'attends, que je t'entends tous les mardis, parce que là, tu touches vraiment, Alors, moi, j'apprends des choses, mais moi, j'en apprends toujours, hein, de toute façon, dans ces émissions, mais je pense que si nos auditeurs sont pas sensibles à cette espèce de plaidoyer pour le trou du cul, c'est que vraiment, non, je vulgarise à dessein, parce que je veux pas non plus lui brosser les pompes, hein, mais quand même, ça, c'est un papier qui fait avancer, si tu veux, une espèce de regard sur la peinture, qui n'est pas seulement un regard esthétique, mais qui doit remuer le bas-ventre, qui doit remuer tout ce qu'on a de chez nous, aussi bien de les choses qu'on a en nous, aussi bien les on pourrait dire, pour être pudique, les choses pas très très racontables, que celles qui sont les plus sublimes. Et la semaine prochaine, j'essaierai de vous prouver avec d'autres exemples que les peintres qui ont travaillé là, disloquer, on va dire, la chair des femmes, dans tous les sens. Ça va être... Oh là là. Bon, alors on a une semaine pour s'en remettre. Vous avez une semaine pour vous en remettre, mais le but, ce sera quand même de se poser des questions sur leurs intentions réelles et sur leur courage ou pas. Voilà. Alors, ceux qui avaient des occupations la semaine prochaine, prenez date pour écouter ça. Ça va pas être triste. Déjà que là, bon, on est un peu secoué, mais alors la semaine prochaine, comme Jean, vous savez le savez peut-être pas, mais je vous l'annonce, Jean, dans la vie, il a une préoccupation, c'est la femme. Mais attendez, c'est pas du tout. Non, c'est le sublime dans la femme, quoi. Voilà, c'est ça.
Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, avec notre camarade Piquécou à la régie, à la programmation musicale, et puis à d'autres choses aussi, vous avez pu vous en rendre compte. Notre Jean, notre hussard noir, à ma gauche, qui vient nous faire un numéro bouleversant sur le... Oui, bon, sur la chair... hein. Et puis notre Piquécou qui va vous causer tout de suite dans le poste, aussi de la chair, Rembrandt et la viande. Alors là, Rembrandt et la viande, bon, il y en a marre, hein. Bon, encore de la bidoche. Ah, je préfère bidoche. Avec le bœuf écorché peint par Rembrandt en 1655. La peinture européenne voit surgir à côté de ses portraits cette nature morte de cuisine, une carcasse de bœuf pendue par les pattes, offrant au spectateur ses entrailles. Un animal peint en pleine pâte, trituré. Pas de rouge vif, sang comme chez Soutine, plutôt des blancs et des rosés. Les mêmes tons que Rembrandt pourrait utiliser pour peindre des nus féminins, pointant la proximité entre la peau animale et la peau humaine, un travail de la couleur qui rend la chair si sensible. Nous sommes face à la chair nue de la bête en gros plan sur le devant de la scène, et on devine les coups de pinceau, le peintre travaillant à grands gestes la pâte épaisse pour faire surgir ces masses de graisse, de muscles et d'os. L'animal est très fortement éclairé et se détache ainsi du reste de la pièce, plongée dans la pénombre. Ce clair-obscur permet de mettre en valeur des entrailles qui n'impressionnent pas par leur précision anatomique, mais par la sensation de déliquescence qui en émane. Procédant par petites touches de couleurs visibles, Rembrandt nous démontre non seulement ses talents de coloriste, mais aussi son génie précurseur. Un tableau qui a embarrassé les discours critiques qui peinaient à situer cette œuvre. Rembrandt déconseillait même aux visiteurs de s'approcher de ces tableaux. L'odeur de la peinture, leur disait-il, pourrait te faire du mal. Rembrandt avait déjà réalisé en 1640 une première version du bœuf écorché, qui est visible à l'Art Gallery de Glasgow. Cette interprétation était donc, comme tu le disais Robert tout à l'heure, plus descriptive que picturale, montrant la mécanique des organes, en faisant une peinture au service du discours anatomique et en faisant la réplique animalière de la leçon du docteur Tulpe, une peinture antérieure de Rembrandt représentant des médecins en pleine dissection d'un avant-bras. Dans cette première version, nous sommes à l'intérieur d'un abattoir, donc du bœuf écorché, cette première version du bœuf écorché. Une femme est accroupie qui lave le sang sur le plancher. La tête de l'animal est posée sur le sol au premier plan. Cette mise en scène classerait ce tableau plutôt dans une scène de genre qu'une nature morte. Dans le tableau de 1655, la femme passe la tête par la porte, une porte entrouverte à l'arrière. Elle cesse d'être acteur et regarde. La présence d'un être humain dans l'ombre inciterait plutôt à parler aussi d'une scène de genre moralisante, car axé peut-être sur le thème d'une vanité. Rembrandt a aussi représenté la chair humaine, et voici rapporté des propos de Paul Valéry. Rembrandt sait que la chair est de la boue dont la lumière fait de l'or. Il supporte et accepte ce qu'il voit. Les femmes sont ce qu'elles sont. Il n'en trouve guère que d'obèses ou de décharnées. Même les quelques belles qu'il a peintes le sont par je ne sais quelle émanation de vie, plus que par forme. Il ne craint pas les ventres pesants, plissés en tabliers de peau épaisse et grasse, les membres gros, les mains rouges et lourdes, les visages très vulgaires. Même ses croupes, ses panses, ses tétines, ses masses charnues, ses laidrons et ses servantes qu'il fait passer de la cuisine à la couche des dieux et des rois, il les imprègne ou les effleure d'un soleil qui n'est qu'à lui. Il mélange comme personne le réel, le mystère, le bestial et le divin, le métier le plus subtil et le plus puissant, et le sentiment le plus profond, le plus solitaire que la peinture ait jamais exprimé. Ah ouais, c'est ça, Rembrandt. Et il y a une peinture, c'est pas Bézabé, comment c'est déjà? C'est Danaï. Danaï, ouais. Mais c'est d'un érotisme brûlant. Enfin, et pourtant, elle est vraiment pas belle selon les canons de la beauté. Elle est allongée, elle a un ventre assez. Voilà, une belle bedaine, quoi, si on peut dire. Les seins un peu mous là qui tombent, c'est quelque chose. Alors, il y a là-dedans, il y a un souffle, c'est brûlant, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire de faire passer. Enfin, pour moi, parce que je suis peut-être un petit peu un satrape, mais quand même, c'est. Un satrape et un inconditionnel de Rembrandt, le mélange des deux peut être là aussi brûlant, on va dire. Oui, bien sûr.
Merci notre camarade. Par contre, Jean, j'ai pas évoqué ce dont tu parlais tout à l'heure, là, sur les natures mortes et la chair qui continuait en putréfaction. Ouais. Et alors? Bah non, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Non, mon Jean, il est encore dans sa diatribe tout à l'heure, là, il est complètement... Non. Il s'y donne tellement qu'il ne peut plus émerger après. Bon. Égyptien. Qui renforce la viande partout sur la terre. C'était Brigitte Fontaine qui interprétait la viande. Voilà, alors moi je voudrais faire un petit coucou à nos auditeurs de Bagnolet, à Michel et Michel E, dont Michel E est passé nous voir à la galerie donc dimanche ou samedi en fin d'après-midi. D'accord, bah salut Mimi. On a discuté du maire de Bagnolet, ses oreilles ont dû chauffer, hein. Oui, ça n'a pas dit que du bien. Ouais, c'était un moment très sympa. Ouais. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio des copains et des copines. Il y a eu Salut les copains, maintenant il y a Racaille sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans pub. Et encore aujourd'hui on a échappé à ces Jérôme, enfin bon, avec Piquet à la régie. Notre Jean, notre hussard noir. Continue à me chercher, t'échapperas pas à Michel Delpech. Ah non. Il était 5 heures du matin. Jean. On avançait dans les marais, couverts de brume. Notre Jean qui va vous parler des expos tout de suite avec les expos à ne pas manquer, on vous le rappelle à chaque fois, dans la peau de Hunder Oisson. Non, mais je vais commencer d'abord par la première expo à ne pas manquer en fait, c'est l'exposition Parodie à la Galerie L'Atelier. 65, rue Sadi Carnot, à Bagnolet. Voilà, le métro c'est Gallieni, c'est la ligne 3, sortie centre commercial. Voilà. Les gens vous en parlent parce que comme il n'y a personne qui vient, il aimerait bien quand on est à la gare qu'il y ait quelques visiteurs. Et cette expo parodie, c'est les travaux récents en fait d'un certain Robert Gaillot, un peintre dont moi je considère qu'il a un talent énorme. Oui, non mais Jean il est un peu bon. Peut-être même trop énorme. Oui, Durand. On lui ferait perdre quelques kilos. Oui, voilà. Voilà, elle sera ouverte, cette expo, jusqu'au 14 décembre 2013, de 15h à 19h. Hein.
Voilà. Et je rappelle, vous verrez, c'est quelque chose. Hein. Mais il y a un petit raccourci aussi sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.fr où vous avez les infos. Hein. Voilà. Bon. La seconde expo, c'est dans la peau de Hundert Wasser. Ça, c'est au musée en herbe 21 rue Hérole. Le musée en herbe, c'est un musée à destination principalement des enfants, mais les adultes peuvent, tu vois, en bénéficier, quoi. Ouais, hélas. C'est 21, pourquoi tu dis ça? 21 rue Hérole. C'est vraiment le mec que je déteste, alors. Le gars qui tient ça? Non, Hundert Wasser. Ah, dans le premier arrondissement de Paris, et c'est valable jusqu'au 5 janvier, cette expo. Alors justement, j'ai une copine qui adore Hundert Wasser. C'est pas pour ça que j'aime pas Hundert Wasser, hein, je te le dis tout de suite. Et je pense qu'elle a raison, tu vois. Ah bon? Ouais. Oui, évidemment, c'est une copine, alors. Mais non, mais c'est un artiste. Il compte plus quand il parle de ses copines. C'est vraiment un artiste extrêmement inventif. On peut ne pas aimer ou ne pas aimer son travail, mais on est bien obligé de reconnaître que plus protéiforme que ça, il n'y en a pas eu. Si, il y a Gaudi. Bon. Alors que cette copine ne rate pas cette expo. Hein. Enfin, c'est une fille très très occupée, manifestement. Je ne sais pas si elle aura le temps d'y aller d'ici le 5 janvier. Un locataire doit avoir le droit de se pencher à sa fenêtre et de changer tout ce qu'il veut du mur extérieur aussi loin que peut aller sa main. Voilà ce que déclarait en 1958 cet artiste autrichien écolo et protéiforme, je viens de le dire, que ne renierait pas non plus Piquet-Cou. Hein. Entrer dans l'exposition... Non, là-dessus, elle va te lâcher, tu vas voir. Entrer dans l'exposition consacrée à Hundert Wasser, c'est entrer dans un monde singulier où porter un chapeau rend plus fort, où l'arbre est un locataire des immeubles, où la nature fait partie de l'urbain. Fais pas cette tête. L'œuvre picturale et architecturale de cet écologiste avant-gardiste révèle une pensée qui fuit le conformisme, c'est peut-être pour ça que ça te déplaît, et reflète des théories originales, comme celle des 5 peaux de l'homme. Hein. Sa peau, son vêtement, sa maison, sa famille, pour terminer par son environnement. Dans chaque tableau, les couleurs flamboient, et des formes, la spirale notamment, se déploient en motifs itératifs. Des installations ludiques et interactives permettent aux petits de jouer, mais aux petits, aux grands aussi, petits-grands, de jouer avec l'univers de l'artiste autrichien, hein, vraiment étonnant. Voilà. Ouais. Allez, je laisse la parole à Piquet-Cou. Non, mais je peux dire un mot quand même, non? Vas-y. Que avant lui, évidemment, il y a eu Gaudi, qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus protéiforme, voilà. Non, je veux dire, Hundert Wasser, hein, c'est le peintre architecte préféré des instituteurs comme Kandinsky, voilà. Non, mais... Bon, tu t'arrangeras avec cette copine. Non, mais je suis désolé, j'ai le droit d'avoir un avis différent de ta copine. Mais c'est que ça t'intéresse beaucoup moins. Là où je t'ai piégé, c'est que c'est aussi une copine à toi, et je peux te dire que, comme elle nous écoute, tu peux te brosser pour... Salaud. Bon, tant pis la copine, on a le droit de dire ce qu'on pense en même temps. 3e exposition, album, bande dessinée et immigration, au Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, dans le 12e arrondissement à Paris, jusqu'au 27 avril 2014. Album nous raconte les histoires de ces auteurs d'origine italienne, sénégalaise, algérienne, portugaise ou vietnamienne, venus vivre et travailler en France, mais aussi de ces émigrés ou fils d'immigrés européens partis au début du siècle aux États-Unis, tels que George McManus ou plus tard Goscinny, qui ont contribué à créer un 9e art. Album nous raconte aussi les vies réelles ou imaginaires d'Aya de Yopougon, d'Abdullah, de Petit Polio, de Bouzid, Gix, Igor, Malamine, Bilal, Louis le Portugais ou encore Momo Palestine. Tous ces récits se croisent pour écrire une autre histoire de la bande dessinée depuis un siècle. L'exposition s'attarde sur la fabrique de la bande dessinée. À l'instar de toute forme de langage, la bande dessinée depuis ses débuts construit des images et archétypes de la figure de l'émigré. Album, relève, analyse, questionne les œuvres au prisme des migrations sur l'existence d'une écriture graphique construite sur des représentations communes. D'accord, merci Dominique. Voilà, 3 expositions où le public ne se bouscule pas, tu vois, où on peut prendre le temps de s'approcher, de contempler les travaux. D'accord. Merci Dominique pour... Mais je comprends pas pourquoi tu parles. Il y a un truc... Non, c'est un clin d'œil. On en parlera après. Bon. Un clin d'œil. Ouais, t'es dans le coup toi aussi?
Non, c'est moi qui suis dans le coup. Bah oui. Hein? Pour elle. D'accord. Elle, c'est une gentille. Moi, je suis un méchant. T'as pas encore compris. De temps en temps, je te glisse des... Bon, on arrête les lazzi, les colibés, que nos auditeurs, s'en régalent, je sais, mais ils sont aussi mauvais que nous. Bon, les œuvres de la FA, on parle maintenant, t'as pas de musique oui, bon, les immigrés de Michel Buller, oui, d'accord, t'en parleras après, non? Hein? Parce qu'il est 20 quand même, tu vois. Voilà, vous nous excusez pour ces petits papotages qu'il devrait se faire en micro, mais nous, on vous cache rien. Bon, alors les œuvres de la FA, 4 œuvres, vous le savez, et on vous parle toujours en propre des éditions du Monde Libertaire. Alors, c'est un bouquin qui rejoint un peu Piquet-Coup avec... ou je sais pas, ou Jean avec mai 68, je sais pas qui c'est qu'on a parlé des deux, là. Voilà, mai 68 par eux-mêmes. Alors c'est un bouquin qui est pas tout à fait neuf, qui est dans les bouquins, dans le déstockage, mais quand même, dans le déstockage, il y a à voir. Certains donnent le discours à l'avant-garde des commissaires de la parole, style comme Bendit, etc., Gesmar et compagnie. Certains héros se parlent d'eux-mêmes, style comme Bendit, Gesmar et compagnie, ou alors, c'était le directeur de Libération, Julie, ce vieux con. Dans ce livre, les acteurs de mai reprennent la parole. Alors, de mon point de vue, ça n'a aucun intérêt, les acteurs d'eux-mêmes. Enfin bon, pour certains qui ont participé et qui y croient, tant mieux. Hein, mais moi, c'est une révolution d'étudiants nantis surtout. Voilà. Paroles confisquées, étouffées, récupérées, celle de Marco, Docker. Alors là, oui, là, d'accord. De Sylvie, étudiante. De Daniel Bourlinguer. De Gérard Grévis du trottoir d'en face. Paroles de tant d'autres, paroles retrouvées. Paroles authentiques, là je suis assez d'accord. Hein. 200 pages de liberté, d'espoir et de combat par ceux qui firent et qui feront souffler l'esprit de mai. Bon, et là je suis un petit peu moins d'accord, comme je viens de le dire, parce que l'esprit de mai, pour moi, c'est un petit peu... bien que j'ai été présent dans ces journées, etc., surtout pour courir, parce que je voulais échapper au CRS, mais bon, je pense pas que même je suis allé à la Sorbonne, etc., mais c'était un peu folklorique, il faut le reconnaître. Voilà, il y a eu des grandes idées, mais à part les grandes idées, je veux dire, tout ce qui a débouché de mai 68, c'est une reprise en main par la droite du pays, et puis voilà. Bon. Ça n'a pas servi à grand chose en fin de compte, à part une soi-disant libération sexuelle, etc., etc. Nous, les anarchistes, on s'était libérés bien avant. Hein? Bon. Les personnalités les plus visibles, quand même, en mai, ont toutes fait une belle carrière. Ah bah oui. Cohn-Bendit, député européen, Gesmar, haut fonctionnaire, l'autre Zozo qui était trois, il y avait un triumvirat, tu te souviens déjà? Sauvageau, haut fonctionnaire, voilà, c'est les mecs, ils sont bien pépères, maintenant un peu comme Régis Debray, quoi, c'est la même bande, hein, voilà, bon, quand vous les voyez, vous avez envie de gerber. Kouchner, c'est le seul qui n'ait pas fait une belle carrière. Kouchner et son sac de riz. Non, le Docker, là, je suis sûr qu'il a pas fait une belle carrière. Un tiers-mondiste, deux tiers-mondains, comme l'avait baptisé je ne sais plus qui. Voilà. Là, Gérard Grévis du trottoir d'en face, il a dû rester gréviste sur le trottoir d'en face. Sylvie aussi, Sylvie étudiante, elle a dû étudier, puis après avoir une vie peut-être institutrice ou professeur. Voilà. Daniel Bourlinguer, il doit toujours bourlinguer s'il n'est pas mort en bourlinguant. Bon, alors, voilà, le livre, il coûte pas très cher, 239 pages, 6 €. Au lieu de... Il coûtait beaucoup plus cher, mais là, c'est du déstockage. Voilà. Le Monde Libertaire, alors, le Monde Libertaire, le magazine, l'hebdo de la Fédération anarchiste, notre voix écrite, ici, c'est la voix parlée, la voix écrite, un magazine, un hebdo incontournable que vous pouvez trouver toutes les semaines en dépôt de presse à la Librairie Publico, ou dans quelques kiosques de la capitale, et pour les soutenir, vous pouvez évidemment vous abonner à la Librairie Publico, c'est important, les abonnements, très importants. Et des dérivés du Monde Libertaire, comme le hors-série ou le 15 hebdomadaire gratuit, que vous pouvez trouver aussi à la Librairie Publico. Voilà, le gratuit, vous pouvez être donativo, c'est-à-dire donner un peu d'argent si vous le souhaitez, mais c'est gratuit normalement. Quant au hors-série, vous pouvez vous abonner aussi, comme pour l'hebdo. Voilà, des publications qui aident à reconstituer nos neurones, enfin les remettre en bon état de marche, parce qu'ils sont un petit peu grillés par toutes les saloperies qu'on peut voir ou entendre dans les chaînes de télévision. Par ailleurs, voilà.
Et puis vous avez notre cher libraire Republico, qui, vous le savez, est toujours un petit peu en danger, même beaucoup. Alors, pour essayer de sauver cet esprit des anarchistes parisiens, surtout, mais les provinciaux viennent aussi, pas de souci, mais bon, parce qu'ils peuvent commander des livres par le net, mais les Parisiens, ils peuvent se bouger le cul et y aller, parce qu'une librairie, c'est fait pour accueillir des gens, et particulièrement, comme vous l'a suggéré notre Jean au cours de son papier sur la mini-tube de luminance de Momo la Science, vous a parlé d'un écrivain, Cauvin, qui sera pour parler d'un bouquin qui a l'air vraiment intéressant. Voilà. La librairie Publico, 145 rue Meux, comme on vous le dit tous les mardis. Vous pouvez trouver hors la presse, la littérature générale, la littérature évidemment militante, anarchiste, et puis tout un tas de petits trucs qui font un peu de gras à la librairie. Et puis notre permanent, notre ange, Laurent, beau mec en plus, bon, qui pourrait vous donner tous les renseignements que vous désirez sur notre mouvement, etc., tout ce qu'on fabrique ou qu'on fabrique pas. Bon, voilà. Et puis Radio Libertaire que vous écoutez en ce moment sur 89.4 sur la bande FM, comme le rappelle notre Jean tous les mardis, et puis que vous écoutez aussi sur le net. Le net, c'est http:// écoutez avec un z, radio-libertaire.org. Mais vous pouvez trouver tout ça sur notre blog, sur le blog de l'émission. Ah bah Jean. Tous les liens qu'il faut. Ouais. Et c'est quoi le blog de l'émission? http://aracaille.blogspot.fr. Voilà. Merci mon Jean. Et puis je crois que j'ai terminé Radio Libertaire, alors que vous pouvez soutenir en prenant la carte d'auditeur à 20 €, en demandant d'être associé aux amis de Radio Libertaire, et puis aussi, je vous dis, en pouvant verser des dons, si vous le souhaitez, ce qui serait pas mal, voilà, pour pouvoir arriver à boucler les fins de mois. Et c'est la fin de l'émission, et puisque Jean a parlé de la librairie avec l'invité Cauvin, là, donc c'est pas la peine d'en remettre une couche. Non, mais il y a une autre annonce. Il y a une autre annonce, oui, d'accord. Il y a une autre annonce vendredi soir, là, à partir de 19h30. Il y a la projection du film Libertarias, un film de Vicente Aranda de 1996, qui est inspiré de l'histoire des Mujeres libres, des combattantes anarchistes et féministes pendant la guerre d'Espagne. D'accord. Voilà, c'était Aracaille sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub, qui poursuit ses émissions musicales ou parlées. La prochaine sera surtout une musicale. C'était donc Aracaille avec Piquet-Coup, notre Jean et ma pomme. Salut à tous. Salut. Au revoir. Moi, je vais terminer donc avec la chanson de Michel Buller, Les Immigrés. Dans la chaleur pesante de la salle d'attente à Lausanne, une nuit, ils sont là 20 ou 30 qui somnolent ou qui chantent pour passer leur ennui. Ils ne parlent pas mon langage, viennent d'Espagne.
rêveur